Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live LinkedIn. Nous sommes avec Jean-Christophe à nouveau, Jean-Christophe Lesniak. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie. Jean-Christophe va nous donner les clés pour bien continuer sur la lancée de nos vacances. Donc les vacances, c'est un moment où on s'est détendu, reposé, apaisé. Et maintenant, c'est la rentrée. Et donc Jean-Christophe va nous donner les clés pour continuer dans cette belle énergie, les appliquer pour la rentrée et pour toute l'année qui vient jusqu'aux prochaines vacances. Donc, je vais vous laisser entre de bonnes mains avec Jean-Christophe et je vous retrouve tout à l'heure pour vos questions. Je serai l'animatrice, la modératrice sur vos commentaires. À tout à l'heure et bon atelier avec Jean-Christophe. Merci. Bonjour à vous. Merci d'être présent en cette rentrée. Merci d'accorder un petit peu de temps à ce moment d'échange. Donc, ce moment va se passer en 3 temps. Dans un premier temps, j'ai offert différentes propositions. Dans un deuxième temps, on fera une méditation ensemble. Et puis, dans un troisième temps, je serai là pour répondre à vos questions avec Marie. J'ai eu envie de vous proposer ce moment parce que j'ai toujours été surpris avec mes patients qui viennent me consulter pour des troubles anxieux, pour plein de problèmes de santé, des problèmes de sommeil ou autres. Et puis, ils me disent, à chaque fois qu'ils sont en vacances, ils vont bien, ils vont mieux. Étonnant, puisque la personne qui est en vacances est la même que la personne qui est dans la vraie vie. Qu'on soit en vacances, on a les mêmes bras, les mêmes jambes, le même cœur, le même cerveau. Donc, ce qui veut dire, ce qui participe au fait que l'on soit bien ou moins bien, c'est pas tant ce qu'on est, c'est peut-être l'attitude que l'on a et le regard que l'on a sur la vie. Donc, c'est peut-être intéressant d'être curieux de cela pour voir si il n'y a pas des attitudes, il n'y a pas des regards que l'on a aux vacances, pendant les vacances, qu'on peut continuer à avoir pendant l'année. Certes, dans l'année au travail, la rentrée est une rentrée quand même un peu particulière dans le cadre du Covid, mais on a des sollicitations, on a des demandes, on a différentes contraintes, mais tout cela n'a que la valeur qu'on leur en donne. Moi, j'ai été très frappé, d'ailleurs, je fais un aparté, par le livre Sapiens, qui a eu un énorme succès, qui retrace l'histoire des hommes, qui met finalement en exergue que beaucoup de choses qui gouvernent les êtres humains, c'est les histoires que l'on se raconte. Et que, par exemple, un billet de banque a de la valeur parce qu'on se raconte une histoire que ça a de la valeur. Autrefois, c'était des coquillages, c'était autre chose. Donc, il y a beaucoup de souffrances qui sont dues aux histoires qu'on se raconte. Et peut-être qu'en vacances, on a des attitudes qu'on pourrait choisir de continuer à avoir dans l'année, malgré les sollicitations, malgré les contraintes que l'on a dans la journée, avec son travail, avec la vie de famille. Donc c'est ça que j'ai envie de lister avec vous. Quelles attitudes seraient bonnes de continuer à avoir au cours de cette année pour que les bénéfices des vacances se poursuivent, et pas face au nombre de mails que l'on a, à la pression du manager, on panique et puis on s'oublie en chemin. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les vacances? Dans les vacances, on est vraiment là. On est vraiment présent à soi. On a quelques projets, mais on est vraiment dans l'instant présent. On choisit ce qu'on veut faire. On est un peu plus à l'écoute de soi, généralement. On prend soin de soi. Est-ce que toutes ces choses-là, nous ne pourrions pas continuer à le faire? Alors, c'est quoi en concret? Est-ce que, même si on est au travail, est-ce qu'on ne peut pas rester authentique, rester à être soi? Certes, on met un costume, on joue un rôle social au travail, mais au lieu de jouer un rôle pour essayer de plaire à autrui, de se conforter, de satisfaire quelqu'un d'autre, est-ce qu'on ne peut pas continuer à être authentique, à être vraiment soi, et puis se positionner comme on est en vacances, en disant je suis d'accord, je suis pas d'accord,
et en maintenant le même style de relation qu'on a avec les gens qu'on croise en vacances, comme au travail, même avec ses chefs, de rester aligné et cohérent avec soi, de ne pas se perdre au travail. Il y a des choses qui nous sont importantes. Alors certes, on ne dit pas tout ce qu'on pense, on ne fait pas tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on ne peut pas négocier le monde du travail comme en vacances, si on fait du surf, on négocie les vagues, la contrainte de la vague. Est-ce qu'on ne peut pas négocier les contraintes du travail finalement, comme un surfeur. C'est-à-dire un surfeur, il ne va pas lutter contre les vagues, sinon il boit la tasse. Il ne va pas passer des heures à analyser pourquoi il y a des vagues. Il choisit de négocier les vagues comme elles se présentent, et puis choisit les vagues qu'il a envie de prendre. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose au travail? Essayer de ne pas lutter sur ce quoi on n'a pas de contrôle. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de négocier ça avec flexibilité, tout en étant cohérent avec soi, avec ce qui compte pour nous? Alors, pour être aligné et cohérent avec soi, ça demande d'accepter son état actuel, son état présent, son niveau de forme, pour essayer de faire le mieux possible à chaque instant, d'essayer de continuer à être à l'écoute de notre corps. Quand notre corps nous dit qu'on est fatigué, peut-être qu'il faut ajuster les choses, avoir cet ajustement, cette flexibilité qu'on a pendant les vacances, et puis de savoir orienter son énergie vers ce qu'on désire. Donc, être soi, c'est déjà ne pas vouloir être parfait et pas vouloir faire des choses parfaites. Très souvent, on s'use au travail parce qu'on est pris dans un perfectionnisme et on veut être comme à l'école. On fait sa rentrée comme sa rentrée scolaire dans ce perfectionnisme en voulant être un bon élève. Ça ne marche pas au travail parce que c'est un puits sans fin. Les choses parfaites n'existent pas au travail. Puis dès qu'on a avancé sur quelque chose, il y a autre chose qui arrive et ainsi de suite. C'est un puits sans fond. C'est comme si vous demandiez à un hamster de faire le nombre de tours parfaits. Il pourrait toujours faire un tour de plus et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on s'enlise dans une fatigue mentale, dans une fatigue physique. Ce qu'il y a à faire, c'est faire le mieux possible, tenant compte de notre forme et tenant compte du contexte. Donc, peut-être une des clés, c'est d'oser être soi, de ne pas être parfait, de faire le mieux possible, comme on le fait pendant les vacances, de continuer à avoir cet état d'esprit. Autre chose, le travail est source d'émotions, et quand on a des émotions, ça nous amène à beaucoup parler, et quand on parle beaucoup, des fois on est amené soit à se plaindre, soit à critiquer. Est-ce qu'on pourrait être vigilant pendant cette rentrée de faire ce qu'il y a à faire sans se plaindre, sans critiquer, et de s'ajuster? On est d'accord, on les fait. On n'est pas d'accord, on voit comment on s'ajuste à cette situation. Et s'il y a une contrainte, on s'ajuste à cette contrainte pour faire le mieux que l'on peut, sans faire cette double peine émotionnelle de la plainte de la situation, de la critique d'autrui, parce que tous ces mots négatifs vont finir par user notre morale. Donc, comme je vous disais, c'est essayer de faire de son mieux, laisser de côté sa culpabilité. La culpabilité, c'est une machine de notre cerveau émotionnel qui blabla, qui nous met au tribunal de nous-mêmes. Il n'y a que les juges d'État qui ont à nous juger. Et c'est nous-mêmes qui savons si on fait le mieux que l'on peut, tenant compte des circonstances. Donc, pendant les vacances, on ne se sent pas coupable des choses. On choisit ce qu'on fait. Donc, peut-être, au retour de travail, c'est peut-être ça qu'il faut faire, tenant compte, je me répète, de ce qui est possible, des contraintes. Qu'est-ce que je choisis de faire? Je vous propose de laisser de côté les « il faut » et les « je dois » par « je choisis »,« je décide ». Et j'agis sur ce que je peux contrôler et je ne me bats pas contre ce que je ne peux pas contrôler. Le travail peut aussi nous vampiriser, vampiriser notre temps. Et en France, c'est particulier parce que les journées de travail sont particulièrement longues en France. Souvent, on met des réunions le soir. Il y a beaucoup d'entreprises, on se met presque à travailler à 6 heures du soir. Et ce qui fait que le temps de travail est disproportionné et on n'a pas suffisamment de temps de repos pour récupérer. Est-ce qu'on ne peut pas être vigilant de s'accorder du temps pour soi, d'être vigilant, d'avoir suffisamment de temps pour soi pendant la semaine de travail, malgré les obligations? Je vous rappelle la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. C'est la tortue qui gagne.
D'ailleurs, en méditation, il y a un adage qui dit c'est bien de méditer un quart d'heure par jour et qu'on n'a pas le temps, il faut méditer 1 heure. Parce que c'est pas pour rien qu'on n'a pas le temps. C'est lié à notre attitude. Donc peut-être qu'on peut être vigilant pour s'accorder du temps. Et du temps pour soi, c'est pas forcément des grandes quantités. C'est un peu comme le sel dans la soupe. Hein. Il ne faut pas de grandes quantités pour changer les choses. Peut-être que c'est prendre le temps toutes les heures de prendre 2 minutes pour respirer. Au lieu d'aller faire une pause cigarette, sortir dehors pour aller bâiller 5 minutes. Prendre un moment de contemplation, de décrocher de son mental toutes les heures, de marcher un petit peu dehors à l'heure du déjeuner, de prendre le temps le soir de faire un sas de décompression, d'être vigilant dans la semaine qu'on ait, malgré la vie de famille, 2 heures pour soi. 2 heures qui ne soient pas pour la famille, pour le travail, pour les enfants, qui soient rien pour soi. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à s'accorder pendant cette rentrée et pour maintenir ces créneaux où on prend soin de soi, malgré toutes les situations, malgré la pile de mails qu'il y a à traiter, la pile d'informations qu'il y a à traiter, et s'accorder du temps pour se reconnecter au rythme de travail et aller progressivement. Pour ça, ça demande, comme je vous ai dit tout à l'heure, être à l'écoute de son corps. Notre corps nous donne des signaux et lorsqu'on n'essaie pas d'être à l'écoute de son corps, notre corps finit par nous hurler. C'est comme ça qu'on finit par avoir de l'angoisse et de l'anxiété. Très souvent, c'est notre corps qui nous hurle nos besoins parce qu'on ne sait pas les écouter et on ne sait pas s'ajuster, on ne sait pas ralentir pour trouver une meilleure direction. En vacances, on est bien parce que on croise des gens sympas, des gens qui nous font du bien, des gens avec qui on a plaisir. Peut-être que aussi à la rentrée, c'est peut-être de repérer qui sont ces personnes qui peuvent être ce que j'appelle des personnes vitamines, qui nous font du bien. Et d'être vigilant, de continuer à nous prescrire des temps avec ces personnes vitamines. Un déjeuner avec quelqu'un, rentrer du travail avec quelqu'un, prendre 5 minutes avec un autre collègue ou des gens en dehors du travail. De ne pas se couper de ces personnes vitamines pendant cette rentrée parce que très vite, l'usure va nous rattraper et puis les maux de l'année dernière vont nous reprendre. Donc, moi, j'aime bien ce concept de personnes vitamines et d'identifier les personnes qui nous font bien et d'être vigilant qu'on se les prescrit. Vous voyez, j'emploie souvent le mot prescrire, c'est parce que souvent on subit la vie, on se soumet au travail, on se soumet à la vie, et je crois qu'on peut être acteur de sa vie et de se prescrire un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase dans le poème Invictus que dit Nelson Mandela, je suis maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Je crois qu'on peut être le capitaine de sa vie et il y a tout à fait la possibilité de se prescrire des choses malgré les contraintes. C'est une manière de reprendre cette fameuse métaphore du bocal où les contraintes, c'est les grosses pierres qui remplissent tout ce bocal, mais entre les pierres, on peut y mettre du sable, on peut y mettre de l'eau qui vont être dans les interstices. Et bien, les choses qui nous font du bien, c'est peut-être toutes ces petites choses qu'on met entre ces gros pierres, ces gros cailloux qui nous prennent la journée. Il y a de la place si on est engagé là-dedans, si on est dans cette intention et on le fait avec bonne volonté, il y a de la place pour mettre ces petites choses, se prescrire ces petites choses qui peuvent changer la couleur et la saveur d'une rentrée et pas partir à fond dans tous les sens et puis s'épuiser. D'ailleurs, ça me fait penser à la métaphore du marathon. Hein. Dans un marathon, il y a des pauses tous les 2,5 km. Federer, quand il joue au tennis, fait un match de 5 heures de haut niveau, il s'arrête dès le premier jeu. Et tous les deux jeux, il fait une pause. Donc, c'est pour vous sensibiliser
à l'idée du rythme, l'idée de savoir bien scander notre journée de travail pour pas se soumettre à des injonctions, des il faut, des je dois qui viennent nous faire une prison mentale, pour nous user, nous épuiser, et puis ce qui va faire qu'au bout d'une semaine, les vacances vont nous paraître bien loin, on aura repris dans la fatigue de l'année dernière. Donc, allons fermement, tranquillement, de façon engagée dans cette rentrée pour prendre soin de soi en organisant bien notre vie. Parce que plus notre vie est bien organisée, plus elle est facile à gérer. Donc, sur notre emploi du temps, on peut bien noter les temps. Quel temps on dédie au travail, quel temps on dédie à sa vie de famille, quel temps on dédie à son activité, pour arriver à se représenter les choses et puis de mettre en place cette organisation nécessaire qui fait que l'année va rouler plus ou moins toute seule. Dans cette rentrée, je vous encourage d'être dans des intentions. Des intentions, c'est-à-dire vous mettre au contact de ce qui est cohérent pour vous, pour ne pas avoir à vous compliquer la vie. Et puis, dans ces temps libres, quand vous ralentissez, quand vous allez à la fenêtre pour respirer, quand vous accordez un temps de contemplation, de savoir déguster ces petites choses. Les gens heureux, c'est les gens qui savent déguster toutes ces petites choses. Donc, c'est cet état d'esprit que je souhaite vous proposer pour cette rentrée. Et pour cela, ça demande de ne pas se perdre dans cette route de la rentrée, de ne pas s'oublier, de rester soi, comme je vous ai dit au début, de rester authentique. Ça demande de savoir choisir ce qui est important pour soi et savoir, excusez-moi du terme, mais de se foutre du reste. Moi, j'ai développé l'idée de l'Auguste au travail. Dans moi, j'adore le clown, et dans le clown classique, au cirque, il y a le clown blanc qui donne des ordres, et puis l'Auguste qui dit oui, oui, mais qui n'en fait rien qu'à sa tête. Parfois, au travail, il est difficile de dire non à des injonctions. Puis si on se soumet à tout, c'est compliqué parce que un manager, en 2 secondes, il a une idée, mais il ne se rend pas compte qu'il faut des jours pour mettre en application l'idée. Ça peut être intéressant de développer, quand c'est nécessaire, la posture de l'Auguste, où on dit oui, oui, et puis on n'en fait rien qu'à sa tête. C'est-à-dire qu'on fait ce qui est possible, tenant compte de ses valeurs, de ce qui est important pour soi, pour ne pas se retrouver enfermé dans cette fameuse prison des il faut, des je dois, qui va nous user. Ne ratons pas aussi une occasion de sourire. En vacances, on passe son temps à sourire, ce qui nous fait beaucoup de bien. Il y a une expérience d'ailleurs formidable là-dessus, où, si je me souviens bien, on montrait des images, des œuvres d'art à des personnes, et lorsqu'ils regardaient ces images, on leur demandait soit de tenir un stylo comme ça, soit de tenir un stylo comme ça. Ceux qui tenaient le stylo comme ça apprécient beaucoup plus les images que ceux qui tenaient le stylo comme ça. Or, en tenant le stylo comme ça, on a presque la mimique du sourire. Tout ça pour vous dire que, en fait, la posture de notre visage a un impact sur notre ressenti, sur notre état d'esprit. Donc, ne ratez pas une occasion de sourire, même si vous souriez pour rien, même si ça peut paraître idiot, vous pouvez paraître idiot aux autres dans votre sourire, ne ratez pas une occasion de sourire gratuitement, parce que c'est important pour vous et parce que vous y mettez du sens. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une autre étude dont je souhaite vous parler. On a demandé à des femmes de ménage dans un grand hôtel américain, on leur a expliqué que en faisant ce travail de femme de ménage, non seulement c'était bien parce qu'elles avaient un métier, mais en plus c'était de l'exercice physique, donc
de faire de l'exercice physique. C'était comme si elles allaient en salle de sport et que ça faisait du bien. Alors, ça luttait contre le diabète, l'hypertension, c'était anxiolytique, antidépresseur. Ça avait beaucoup de vertus. Et je vous passe toutes les vertus de l'effort physique. Et à la moitié des autres femmes de chambre, on leur a rien dit. Et puis, on les a revues un an après. Et celles qui savaient pourquoi elles faisaient telle et telle chose, ben, elles avaient moins de problèmes de santé et elles avaient même maigri, alors qu'elles avaient fait exactement la même activité que les autres femmes de chambre. Donc tout ça, pour vous dire que quand vous faites des choses pour prendre soin de vous, c'est d'y donner du sens. C'est-à-dire que les choses ont autant de valeur parce que vous les faites, mais aussi parce que vous savez pourquoi vous le faites. Donc quand vous souriez, c'est aussi important le sourire que le fait que vous savez qu'en souriant, vous faites du bien. Quand on est en vacances, on se dit bonjour, on fait de la randonnée, on se dit bonjour, on se dit merci aux commerçants, on est affable. Et ben continuons au travail, à dire bonjour, à remercier autant qu'on peut, remercier Tartampion de nous avoir amené un dossier, remercier ceci. Ne nous laissons pas happer par la morosité de chacun, le stress de chacun qui fait qu'il en devient un peu plus dur, un peu plus agressif. Ne nous perdons pas en route, comme je disais, et ne ratons pas une occasion donc, de sourire et de dire merci. De la même manière, en vacances, on est content pour les autres, on est content que telle personne a pris un bon bain, a fait un tour de voile, a fait je ne sais pas quelle autre activité. Eh bien, continuons au travail à être content pour les choses qui se passent bien, pour le collègue, pour le voisin, pour les gens qui nous entourent, pour notre voisin, en étant dans cet esprit de psychologie positive que vous avez vu la semaine dernière sur le direct de Petit Bambou. Tout ça, ça participe aussi à notre bien-être et à continuer à nous rendre heureux dans cette rentrée. Autre chose, le travail n'est qu'un travail. Le jour de notre retraite, le jour de notre mort, personne ne se souviendra de nos œuvres au travail. Certes, ce qu'on fait est important, mais à l'échelle de l'histoire du monde, l'histoire des êtres humains, c'est assez futile tout ça. C'est que une agitation de l'être humain. Les fourmis, les abeilles, on n'a rien à faire du travail des hommes. J'exagère un petit peu en vous disant ça, mais certes, on met de l'importance au travail, mais il est aussi important de ne pas se prendre trop au sérieux et pas se laisser happer par le sérieux que la direction peut vous donner, vous faire croire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser happer par la religion du travail et que ça devienne presque sectaire le travail, hein, dans cette aliénation au travail. Je rappelle que la phrase de Hegel qui disait « le travail rend libre », et c'est ce qui était marqué en haut d'Auschwitz. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être dilettante au travail, mais il faut remettre le travail à sa juste place, si on ne veut pas qu'il nous use, si on ne veut pas qu'il nous broie. Ce n'est qu'un travail. De la même manière, en vacances, on est généreux de nous-mêmes, on est généreux de nos actions. Donc, continuons à être au contact de cette humanité. Même si on a un collègue qui est grognon, même s'il y a Tartampion qui n'est pas agréable, ne nous perdons pas en route. Donc, je rappelle, sourions, disons merci, soyons contents pour les autres, soyons généreux avec les gens qui nous entourent. On ne le fait pas pour eux, on le fait peut-être pour eux, mais on le fait aussi pour soi. Et on sait que les gens qui sont généreux, qui ont de la gratitude, ils sont en meilleure santé psychologique. Donc, prescrivons-nous cette opportunité. Continuons à vivre dans le présent. La grande maladie du travail, c'est d'être dans des objectifs, alors qu'en vacances, on est dans l'instant présent. Le problème des objectifs, c'est tant qu'on ne les a pas atteints, on n'est pas heureux. Et une fois qu'on les a atteints, et après, la caricature de ça, c'est que la caricature de ça, c'est les gens qui font du sport. Tant qu'ils font les Jeux Olympiques, tant qu'ils passent des années pour essayer de gagner
une médaille olympique. Et après, la caricature de ça, c'est les gens qui, c'est par exemple David Douillet. David Douillet a passé des années pour essayer de gagner des médailles. Il a fini par les gagner, il a tout gagné. Et après, moi je ne le connais pas personnellement, mais il a dit dans la presse qu'il avait fait une grave dépression et qu'il était parti dans une autre compétition qui était la compétition politique. Donc vous voyez, un objectif amène toujours un homme d'objectif, c'est une course en avant. Donc l'entreprise est là pour essayer de nous proposer des objectifs. Les objectifs, c'est des directions de vie, mais il faut savoir mettre ces objectifs à sa juste place et ne pas oublier que même si c'est des directions de vie pour l'entreprise, ça serait important pour l'entreprise d'aller dans telle et telle direction, de rester nous en tant qu'individus dans cet instant présent. Et donc, cet instant présent, c'est de savoir se prescrire aussi du temps pour soi, du temps pour les gens qui nous importent, et puis rester dans cette simplicité d'être humain. Voilà, au travail, même si on a telle fonction, telle chose, hein, même moi, si je suis psychiatre qui parle sur Petit Bambou, ben, je suis qu'un être humain, et c'est pas ça qui doit nous chauffer la tête. Hein, c'est important qu'on reste dans cette simplicité, dans ce même état de simplicité, qu'on est en vacances, hein, qu'on est dans un camping, ben, peu importe qui fait quoi, comment et tout ça, nous sommes que des êtres humains et ça peut être intéressant de rester dans cette simplicité d'être humain. De la même manière, avec les objectifs et la perfection, hein, c'est de se donner de la possibilité de se tromper. Parce que moi, j'aime bien cette phrase qui dit « se planter, c'est faire de plantation ». On apprend en se plantant. À chaque fois qu'on se trompe, c'est des opportunités. C'est les ingénieurs de 3e hein, qui avaient essayé de faire une super colle et ils s'étaient plantés. Et ils ont inventé les post-it. Donc, vous voyez, chaque chose est source d'une opportunité. Donc, moi, j'aime bien cet esprit qu'on appelle design thinking, hein, qui fait qu'on teste des choses, on fait des prototypes, et chaque prototype nous apprend quelque chose. Et on s'enrichit de ces prototypes. Et on ne se laisse pas aller dans cette religion d'aboutir absolument à quelque chose, parce que de toute façon, la vie ne se passe jamais comme on veut, qui va alimenter cette tension, qui va nous happer dans cette rentrée. Et puis, c'est savoir avec de la gratitude pour ce qu'on est, ce qu'on fait, et de sentir la chance qu'on a d'être vivant, d'être en bonne santé, d'être là, qui est le soleil, de vivre en France alors qu'on pourrait vivre ailleurs, et toute cette gratitude qui participe à notre bonne santé. Et puis, les gens qui vont bien, ben, ils écoutent ce genre d'émission et c'est ce genre d'échange pour essayer de ne pas se perdre en route. Et puis, ils savent aussi, les gens qui vont bien dans cette rentrée, ils savent que dans cette rentrée, il y aura aussi des soucis parce que ça fait partie de la vie, des soucis, il y aura aussi des galères, il y aura aussi des choses qui vont merder, un peu comme toujours, je reviens à mon idée du surfeur. Le surfeur, il sait qu'il va surfer des vagues, il va se casser la figure à un moment donné, mais c'est pas grave, il va reprendre simplement, avec sourire, avec bienveillance, il va reprendre une nouvelle vague et puis il va prendre plaisir de cela et puis il va apprendre le fait de se tromper. Donc voilà un petit peu tout cet état d'esprit que je vous propose dans cette rentrée. Finalement, vous avez le choix. Soit vous gardez l'esprit, toutes ces attitudes qui vous viennent des vacances, et peut-être que ça ira bien cette année. Soit vous reprenez vos schémas de l'année dernière qui vous ont usé, et vous avez de grandes chances que ça aille pas bien. J'aime bien cette phrase qui vient de la médecine chinoise qui dit si vous voulez guérir un patient, demandez-lui s'il est prêt à renoncer à ce qui le rend malade. Je crois que c'est vraiment ça la question dont vous vous poser. C'est est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce qui vous rendait malade l'année dernière, qui vous mettait en souffrance l'année dernière, et qu'est-ce que vous avez quelle est votre attention de cette rentrée? Je vous ai donné différentes clés. À vous de voir, je ne connais pas votre contexte professionnel, si c'est fonctionnel pour vous ou pas, hein, dans cette boîte à outils que je vous ai proposée. Mais regardez s'il n'y a pas des choses que vous pouvez prendre dans tout cela. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous proposer, cet état d'esprit de rentrée.
pour avoir une rentrée la plus sereine possible, la plus zen possible, la plus flexible possible, hein, comme le roseau, comme le bambou, parce qu'on est sur petit bambou, fait pour s'ajuster au vent, à la contrainte du vent, pour pouvoir avoir cette flexibilité et vous engager au mieux dans cette rentrée. Alors maintenant, je vous propose qu'on se fasse un petit moment de méditation. Une méditation que vous pouvez aussi pratiquer au travail, si vous avez 10 minutes, un quart d'heure pour vous. Alors je vous propose de vous installer bien droit, dans une position bien digne, le menton légèrement rentré, le bassin légèrement en antéversion. De bien vérifier si votre posture est bien confortable. Vous êtes bien dans cette dignité parce que voilà, c'est vous. Et vous, il n'y en a qu'un, donc c'est plein de valeur. Et de fermer les paupières. Pour vous poser et vous déposer à cet instant-là, à cet endroit-là où vous êtes. Tout d'abord, je vous propose d'accueillir la respiration qui se propose à vous à cet instant. Peu importe la respiration que vous avez, ce que je vous demande, c'est de faire toute la place nécessaire pour accueillir cette respiration, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Observez la température de l'air qui rentre en vous. Observez la température de l'air qui sort de vous. Toujours en faisant le plus de place en vous pour accueillir cette respiration, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Observez comment l'air rentre en vous, gonfle vos poumons. Observez comment l'air sort de vous, toujours en faisant le plus de place en vous pour accueillir cette respiration, cette expérience respiratoire, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience.
Observez les mouvements de votre ventre pendant cette respiration. Comment le diaphragme descend, repousse vos intestins et fait gonfler votre ventre. Et comment la contraction de votre ventre repousse les intestins et votre diaphragme et permet l'expulsion de l'air. Donc ce mouvement de va-et-vient qui vous montre comment vous êtes en vie. Cette respiration. Observez les mouvements de votre thorax pendant cette respiration. Toujours en faisant le plus de place pour accueillir cette respiration avec douceur et bienveillance afin d'en prendre pleine conscience. Observez les mouvements de votre périnée pendant cette respiration. Observez les mouvements de vos épaules pendant cette respiration. Toujours en faisant le plus de place en vous pour accueillir celle-ci, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Observez les mouvements de vos vêtements pendant cette respiration. Observez éventuellement les mouvements de vos cheveux sur votre tête, sur votre nuque pendant cette respiration. Toujours en faisant le plus de place en vous pour accueillir cette expérience sensorielle de la respiration, sans jugement,
sans commentaire afin d'en prendre pleine conscience. On va essayer d'être juste là, simplement là, en train de respirer. Calme et attentive, comme cette fameuse grenouille qui a conscience de tout, qui a conscience de son agitation mentale, qui a conscience de son agitation extérieure, et qui ne choisit de bouger juste si c'est nécessaire. Bien assise sur son nénuphar, en train de respirer comme vous, ainsi vous êtes. Bien là, simplement là, content d'être là, à accueillir cette respiration, tout en souriant à cette expérience, pour bien l'accueillir, et à la curiosité de vivre cette expérience unique, de méditer à ce moment-là, en contact avec d'autres personnes sur le LinkedIn Petit Monde, de voir ce moment-là comme une opportunité de méditer, de faire de la pleine conscience, d'être simplement là, et à focaliser sur votre expérience respiratoire avec tout seul. Et à chaque fois que vous êtes distrait par une pensée, observez que vous êtes distrait par une pensée, félicitez-vous de l'observer et ramenez tout doucement et gentiment votre attention sur l'observation de cette respiration. Aussi souvent que c'est nécessaire, observez que vous êtes distrait par des pensées. Aussi souvent que c'est nécessaire, ramenez tout doucement et gentiment votre attention sur l'observation de votre respiration, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Doucement, reprenez contact à l'endroit où vous êtes assis, l'endroit où vous êtes, ce qui vous entoure, les meubles, les gens qui vous entourent.
Et une fois que vous avez repris contact avec votre environnement, je vous propose, toujours tout doucement et gentiment, d'ouvrir vos paupières et de sourire à ce qui se présente à vous. Voilà. Merci à vous d'avoir partagé ce moment de méditation. Ce type de méditation, c'est quelque chose que vous pouvez faire partout où vous êtes. Vous isoler dans un bureau, à la pause du midi, le matin avant de démarrer votre journée, ou le soir pour vous remettre en ordre dans votre deuxième journée. Voilà quelque chose qui peut vous permettre de retrouver de l'apaisement, de la douceur en vous. C'est le même apaisement qui était le vôtre pendant cette vacance. Et continuez à être bien au cours de cette année. Merci à vous et je repasse la parole à Marie pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci Jean-Christophe. Merci Marie. Ça fait du bien. C'est que de bonnes énergies positives, de bons conseils, un autre regard. Effectivement, on est vite pris dans le quotidien. Et on se submerge souvent de beaucoup de choses qui, au final, on pourrait juste secouer un peu nos épaules et puis s'alléger. Oui, il y a beaucoup de blabla dans notre tête, plein d'histoires qu'on se raconte. Et peut-être l'été, on arrête de se raconter des histoires pour vivre tout simplement. Et c'est peut-être ça qu'il faut continuer à vivre tout simplement dans l'année. Je vous invite, pour ceux qui sont avec nous, de poser vos questions, partager peut-être vos ressentis, des commentaires, si vous le souhaitez. Carole nous dit qu'elle a choisi de travailler de rester en télétravail, travailler de chez elle. Mais il faut de l'organisation et il y a quand même des contraintes à gérer. Effectivement, on peut avoir toute la belle attitude du monde, on peut avoir ce regard extrêmement positif sur notre environnement, sur nous, sur notre façon d'être, mais oui, il y a des choses au quotidien à gérer, les enfants, les horaires, les meetings, les courses, le linge à plier. On est tous sur les mêmes aspects. Oui, en effet, il n'y a pas une formule miracle. J'aime bien de dire que toute chose est comme un marteau. Bien utilisé, c'est génial. Mal utilisé, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, les attitudes au travail, ça dépend comment on les utilise. Le télétravail, ça dépend comment on les utilise. Pour certaines personnes, c'est une opportunité. Et puis, d'autres personnes, ça fonctionne moins bien. Ça dépend comment on se sert du télétravail. Et puis, ça dépend de son contexte personnel, de sa personnalité et de ce qu'on en fait. Donc, c'est à soi-même de savoir observer comment ça fonctionne pour nous et de savoir s'ajuster si nécessaire dans nos moyens de travailler et trouver la juste mesure entre la quantité de télétravail. Est-ce que c'est un peu de télétravail? Est-ce que c'est tout de télétravail? Et puis, c'est pas adapté à tout le monde. Un maçon ne peut pas faire du télétravail. Donc, voilà, c'est très contextuel. Ça fait un peu référence au surfeur dont tu parlais, en fonction de la taille de la vague, de son niveau de surf. On va peut-être pas aller attaquer tout de suite les vagues à Nazaré au Portugal, qui sont réputées pour être les plus grosses d'Europe. Si on peut déjà commencer par les vagues bretonnes. Tout à fait, et on peut avoir cet esprit d'entraînement et s'entraîner à des choses et peut-être se dire cette année, dans cette rentrée, je vais m'entraîner à telle et telle chose pour essayer d'améliorer certains points, de rendre plus fonctionnel certains points. J'aime bien l'idée de faire des prototypes. On essaye, et puis on apprend en essayant. Et puis on essaye d'apprendre ce que ça a été pour nous les vacances. Qu'est-ce qui a fonctionné pour nous les vacances? Il n'y a pas eu de magie, c'est parce qu'il y a eu un choix d'attitude, un choix de regard, et c'est ce que je vous encourage à conscientiser. Quelle attitude vous avez eue, quel regard vous avez eu qui fait que ça a fonctionné. Ou ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des gens qui passent des fois de mauvaises vacances. Oui, ça peut arriver. Très bien. On nous demande en anglais, malheureusement,
I'm sorry, Divyang, it's in French only. Maybe next time. Yes, oui, toi, oui, Carole est une ancienne personnel soignant ou travaillant en hôpital, effectivement. Un contexte qui peut être particulièrement rude dans la... Oui, il y a eu des outils à l'hôpital, notamment dans le confinement, qui se sont développés, notamment le concept de bulle. Il y a certaines organisations qui ont permis de mettre des bulles où on pouvait s'isoler dans son travail. Et puis, ça peut être important avant d'aller au travail de savoir se déchiffonner. Et puis, en sortant du travail, de se faire un sas de décompression. Et puis, au travail, de faire le mieux que l'on peut, parce que c'est vrai que les moyens à l'hôpital ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins. Et ben, on fait le mieux que l'on peut et puis peut-être de pouvoir faire 1 minute de temps en temps où on respire, où on est en lien avec le patient, où on est dans la contemplation. Comme je vous disais, c'est comme le sel dans la soupe, il ne faut pas forcément de grandes quantités. Entre 2 toilettes, entre 2 soins, est-ce que je ne peux pas être 2 secondes à regarder par la fenêtre, 2 secondes à décrocher le mental pour être juste là, simplement là, et puis pas rater une occasion de rire, de sourire avec les patients et pas se laisser trop vampiriser par j'ai tant de toilettes à faire, j'ai tant de choses à faire, il faut que, je dois que, qui va nous faire trébucher. Oui, c'est comme prendre un temps avant une réunion, ou voilà, si on a une journée qui est très chargée en coup de fil, en réunion, en visio, qu'on mange devant l'ordinateur le midi, à un moment donné, c'est aussi de dire c'est pas une vie, ça peut pas durer ad vitam aeternam sur ce rythme-là. Et si on veut, comme tu faisais référence au marathon, c'est sur la durée et pas seulement sur une journée ou sur une semaine. Et l'idée, c'est de dire à un moment stop. Et c'est vrai qu'en France, là-dessus, on est particulièrement doué. Beaucoup de pays s'arrêtent de travailler vers 17h, 17h30 et considèrent qu'il y a une deuxième journée après. Et la journée avec la famille, avec les enfants, avec les amis. Mais nous, on a un peu de mal à ça. C'est assez fascinant. Hein. Il y a des pays, notamment nordiques, qui vont très bien, qui ont une très belle économie. Et pourtant, eux, ils choisissent de s'arrêter à 5h30, 6h pour avoir une deuxième vie. Et leur économie va bien. Donc, on n'est pas obligé de... la qualité du travail, c'est pas forcément une quantité. Et en France, on a un peu cette maladie où celui qui travaille le mieux et le plus reconnu, c'est celui qui reste le plus tard. Mais ça crée des tensions parce qu'il y a cette deuxième vie derrière, il y a cette vie familiale, les enfants, et on ne peut pas tout mettre dans une journée. Donc, c'est important de bien trancher et peut-être dans cette rentrée, de s'autoriser à avoir l'autorité nécessaire, même si ça déplaît un petit peu, de dire là, je ne peux pas aller plus loin. Et quand on est manager, de prendre ses responsabilités, peut-être de ne pas coller des réunions à 6h le soir, parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur les équipes. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de ses équipes. Et puis, des équipes heureuses, des salariés heureux, c'est des salariés qui travaillent beaucoup mieux, qui sont plus performants. On retrouve ce cercle vertueux versus trop de pression, du présentéisme, parce que c'est ça, hein, de rester jusqu'à... de faire du 8h, 19h, forcément, il y aura du présentéisme sur cette tranche horaire-là. Donc, préservons nos collaborateurs de la part des managers de la direction et puis des collaborateurs les uns envers les autres. Oui, Béatrice, encore combien de temps pour changer des mentalités? Oui, ça évolue, on ne peut pas effectivement tout changer du jour au lendemain. Hein. L'être humain aime sa zone de confort. Mais peut-être qu'il faut se dire que la vraie révolution de notre époque, c'est d'arrêter d'attendre que ça vienne du haut, les changements, et de faire sa propre révolution chez soi. Certes, ça peut frotter, créer des étincelles, mais peut-être de gagner en autorité pour se comporter en cohérence avec soi-même, même si ça peut déplaire, même si ça peut un peu frotter. Et je crois beaucoup à faire les changements d'abord au niveau de soi-même, d'abord au niveau des interactions avec les uns et les autres, et de sortir d'une attente d'une instance supérieure, parce que le piège, c'est de devenir victime d'un système et de soi-même. Donc, oui, du coup, ça fait lien à notre niveau. Ça fait lien avec ce que tu disais au début, on est acteurs dans nos propres vies. C'est à nous de prendre, si petites qu'elles peuvent être, ces petits changements, ces petites modifications dans nos regards, dans nos attitudes. C'est ça qui apportera
cet épanouissement que seul nous peut atteindre, en fait. Ouais, la grande leçon, c'est l'histoire de Nelson Mandela, qui a passé des années en prison, qui pourrait être une souffrance énorme. Je ne suis pas sûr qu'on s'en sortirait, nous, de cela. Mais lui, du fait de son regard et de sa manière d'appréhender les choses, eh ben, il s'en est sorti en plutôt bonne santé et en suffisamment bonne santé pour avoir cette deuxième vie, cette fameuse deuxième vie extraordinaire qu'il a pu avoir. Donc, ça montre que c'est possible. C'est peut-être pas atteignable pour tout le monde, mais il y a une possibilité. À nous de nous dire, ben, on va essayer de faire comme si on était Nelson Mandela. En tout cas, on va faire comme si on était acteur de notre vie pour essayer de bouger les choses à notre niveau et d'avoir cette autorité, cet orgueil, je ne sais pas comment dire, pour être dans l'intention qui fonctionne pour nous. Intéressant, très intéressant. Donc, Carole, oui, effectivement, pas possible pour tout le monde. Je ne sais pas, est-ce que c'est une question de dosage, de mesure, de se dire, moi, dans ma vie, bah, je ne prends pas de rendez-vous après 18h. Et puis, ça sera juste la petite mesure que vous prendrez juste à votre échelle et qui suffira peut-être pour dire, bah voilà, moi, mon planning s'arrête à cette heure-là et c'est tout. Et peut-être que ce sera la seule chose que vous ferez, l'unique chose que vous ferez pour la rentrée, mais qui suffira pour bouleverser un peu votre agenda, votre regard, votre relation à vos clients, à vos collègues, à votre famille. Je sais que moi, personnellement, ça, je l'expérimente et c'est le grand changement que j'ai fait aujourd'hui dans mes plannings. À titre personnel, j'ai mon enfant à aller chercher le soir et du coup, je ne prends plus après 18h. Voilà, c'est mon autre vie de jeune femme et de maman qui prend le relais et j'en suis très épanouie et très contente. Ouais, c'est un super exemple parce que ça montre que malgré tout, des fois, il y a plus de liberté qu'on imagine. Et que certes, ça demande à renoncer peut-être à d'autres choses, mais il y a des zones de flexibilité, comme toi, tu as choisi d'avoir en mettant cette limite. C'est un ajustement après, hein, c'est vraiment une flexibilité qu'on s'accorde. Et au final, en l'expliquant, on se rend compte que la compréhension, elle est souvent là, en fait. La personne en face de soi écoute et on est tous humains, on a tous les mêmes problématiques, les mêmes peurs, les mêmes anxiétés, les mêmes désirs et du coup, on se relie beaucoup à tout ça. Oui, s'autoriser à être fragile, on est tous fragiles, donc n'essayons pas d'être fort et puissant et de vouloir avoir l'air, alors qu'en fait, on n'a pas l'air du tout, parce qu'on est tous fragiles. Hein. Et donc, de faire de la place à cette fragilité, on fait le mieux que l'on peut et on essaye de faire les choses en cohérence avec ce qui compte pour nous. Super, super échange. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Oui, savoir dire non, Carole, effectivement. Le non est tout aussi important que le oui. C'est un équilibre, le yin et le yang. Super. Bah, écoutez, on arrive à l'heure de cet atelier. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à tous d'avoir encore répondu présent. C'était un très bel échange pour démarrer avec un regard positif cette rentrée qui est encore un peu bizarre, incertaine, particulière au vu du contexte actuel. Donc, on s'ajuste tous un petit peu par rapport à nos vies, à notre travail, à ce contexte sanitaire qui peut faire peur parfois. Moi, en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver. On va refaire un atelier début octobre plutôt orienté leadership cette fois-ci. Donc, je vous passerai les infos en temps et en heure. Jean-Christophe, merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin de cet atelier. Je vous souhaite à tous une belle rentrée, pleine d'énergie positive, avec un nouveau regard, ou votre regard de vacances, justement. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Marie, de m'avoir accueilli. Merci à Petit Bambou de me donner cette opportunité. Surfez bien dans la vie. N'oubliez pas de méditer parce que c'est un vrai outil à disposition et notamment des applications comme Petit Bambou sont très utiles, sont des ressources au quotidien où que l'on est. Donc, surfez bien dans la vie et prescrivez-vous ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour vous. Belle journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.